Il est maintenant temps de passer à la deuxième partie de la soirée, soit à la table ronde. Je serai donc maintenant accompagnée de mon collègue Ali Ben Sharif, stagiaire postdoctoral à Vitam, dans la chaire de recherche du Canada sur la décision partagée et l'application des connaissances du docteur France Légaré. Il sera mon co-modérateur pour m'aider avec vos questions provenant de la discussion instantanée. Il y a donc deux nouvelles personnes qui se joignent à l'échange avec les messieurs Vigneault et monsieur Chabot, soit la docteure Isabelle Sanson et la chercheuse docteur Mama Joyce Dogba. J'aimerais bien qu'elles prennent un petit moment pour se présenter, pour partager leurs liens et expériences avec la prise de décision partagée. Ensuite, nous allons débuter la table ronde à partir d'une question définie, puis ensuite, nous allons répondre à vos questions qui ont été partagées par la discussion instantanée. Donc, France Légaré pourra participer aussi à l'échange à ce moment-là. Fait que j'invite Madame Joyce, Dr. Joyce et Dr. Isabelle à venir se présenter. Bonjour, j'espère que vous m'entendez bien. Donc, Isabelle, est-ce que c'est correct si je commence? Oui, c'est parfait. Je me nomme Joyce Topa, je suis professeure à l'Université Laval, au département de médecine de famille et de médecine d'urgence. Et c'est ça, qu'est-ce que je peux dire d'autre qui est pertinent? C'est quoi mon lien avec la décision partagée? Mes intérêts de recherche, donc, c'est justement d'évaluer ces approches partenariales, ces approches collaboratives qui impliquent le patient, le citoyen, d'une façon générale dans la recherche. Je le fais plus dans la recherche que dans les soins et puis un tout petit peu dans l'enseignement, la formation des professionnels de la santé. Mais un autre intérêt, c'est que j'essaie de regarder de près, puis j'ai été tantôt frappée par les résultats de l'enquête canadienne qui disent il y a des différences dans l'implication des personnes dans leurs soins en fonction de l'origine ethnique. Et donc, moi, j'essaie de creuser ces questions. Comment est-ce qu'on peut expliquer qu'il y ait des différences? Comment est-ce qu'on peut faire pour améliorer l'implication des personnes dans leurs soins en essayant d'occulter ou de minimiser cet effet donc de l'origine ethnique. Comment faire pour que le racisme au niveau institutionnel, au niveau de soins, ne soit plus mentionné dans nos institutions? C'est ça mon domaine de recherche. Merci. Merci, Joyce. Isabelle Sanson, c'est un plaisir d'être avec vous ce soir. Je suis d'abord et avant tout médecin de famille au GMF universitaire 4 Bourgeois. Je suis médecin de famille depuis 8 ans maintenant et j'ai le plaisir d'être médecin enseignant aussi là, en GMF universitaire. J'ai aussi assumé là, plusieurs postes qui m'ont amené à participer à des comités du côté de la gestion ou au niveau de la recherche en partenariat avec des citoyens. Aujourd'hui, ça va me faire plaisir bien humblement de vous partager mon expérience. Là, j'ai pas la prétention d'être le médecin de famille qui est le plus grand modèle en termes de prise de décision partagée, mais assurément, je suis convaincue de tous les impacts positifs pour mes patients et pour moi-même et l'équipe avec qui je travaille au GMFU. L'impact de cette prise de décision-là partagée sur une relation de confiance, puis sur le bien-être de mes patients et les soins à long terme. Donc, pour moi, là, je vous dirais que la ligne de base, c'est que la plus grande force pour soutenir la prise de décision partagée, c'est une relation de confiance, une relation d'ouverture, de respect de l'expertise qu'on a mutuellement et de partage. Donc, comme médecin de famille, je me trouve choyée de pouvoir entretenir cette relation-là avec mes patients, ce qui facilite la prise de décision partagée là, tout au long de leur parcours de vie. Merci beaucoup de votre présence ce soir. Donc, nous allons amorcer est-ce que vous m'entendez? Oui, OK, parfait. Donc, merci. Nous allons amorcer cette table ronde avec la question suivante. Pourquoi la prise de décision partagée en santé et services sociaux nourrit le concept de santé durable? Est-ce que quelqu'un qui veut y aller ou vous voulez que je casse la glace? Donc, le sentiment qui se dégage par ceux et celles qui se sont impliqués à engager les patients dans les prises de décision,
il y a la notion là, de respect et la notion de porter attention à ce qui est important pour les gens. Donc, il y a quand même un lien avec ce qu'on appelle la santé durable. Et étonnamment, parce que parfois, il y a des impressions que ça va aller un peu à gauche, à droite, mais lorsque sont présentées les options avec les données issues de la recherche, que les gens sont engagés à réfléchir sur ce qui est important pour eux, puis M. Chabot, M. Vigneault en ont quand même beaucoup parlé. Étonnamment, il y a des choix qui sont faits vers des options qui sont reconnues bénéfiques et qui reposent aussi sur des données de recherche qui ont démontré soit leur efficacité ou leur impact là, favorable sur la santé des individus. Donc, d'une certaine façon, il y a des choix qui sont faits qui sont beaucoup plus congruents avec les données probantes et en lien avec ce que les individus cherchent à maximiser quand ils viennent chercher des soins, donc un plus grand bien-être. En soi, ça fait que des fois, il y a des options qui ne sont pas nécessairement bénéfiques, qui sont beaucoup moins choisies. Alors, c'est comme si on faisait pas une orientation, mais qui se font il y a des choix qui sont faits qui sont peut-être où on doit mettre les ressources qu'on a un peu moins, de moins en moins, parfois, là, de disponibles dans des choix qui sont mieux réfléchis. Si je t'entends bien, France, la décision partagée permettrait d'éviter le gaspillage en santé. Est-ce que c'est bien ça? Merci. Oui, parce que les chiffres disent, je ne sais pas si c'est bon, là, mais 33% des prescriptions du médecin vont dans la poubelle quand on sort de... Et ça, c'est pas le fruit de la décision partagée. Là. Fait que si on ne prend pas le temps de discuter avec le patient, puis tout ça, souvent, il ne va pas changer la prescription. Donc, son mal qu'il avait, il peut s'aggraver. Et là, il peut avoir des complications importantes après, là, même si là, c'est un petit bobo, mais il peut venir grand son bobo. Là. Fait que ça c'est à prendre en considération. Mais des fois, par le manque de connaissances, tu mesures difficilement les impacts, justement, de la non-adhésion comme telle. Pour vous donner un exemple, mon propre cas, j'avais une infection urinaire avant de partir en voyage aux États-Unis. Fait que j'ai eu une prescription d'antibiotiques. Puis j'ai pris une antibiotique le soir avant de quitter. Puis le lendemain, comme j'allais bien, j'ai arrêté mes antibiotiques. Mais tu sais, je l'ai fait. Pour moi, de toutes les prendre, pour moi, c'était pas une option. Là. C'est simplement dire j'ai plus mal, fait que j'arrête. Mais quand je suis revenu au Québec, ben là, 2 semaines plus tard, je suis rentré avec un choc septique à l'hôpital. Parce que l'infection urinaire s'était propagée partout dans mon corps. Fait que, mais je n'étais pas au courant de ça. Fait que ça a failli coûter cher. Mais souvent, par rapport à ça, quand on jette la prescription, on ne mesure pas l'impact. Puis on ne va pas chercher l'information non plus. Souvent, le gros problème, c'est l'information n'est pas disponible. Ou n'est pas disponible dans la littératie dans laquelle on est. On n'est pas tous des scientifiques. Puis beaucoup d'écrits sont encore trop scientifiques. Quand on considère que près de 50% des gens sont illettrés ou non fonctionnels, là, peu importe. Fait que donc, on s'habitue, on ne fait pas, dans le fond, l'effort nécessairement de s'adresser à ces gens-là dans un contexte où ils peuvent comprendre. Fait que c'est difficile des fois qu'on prend des décisions basées sur un principe, mais pas une décision réfléchie. Ça peut avoir des impacts parfois. Là. C'est ça, je voulais aussi ramener, est-ce que je peux? Non? Oui, vas-y, Joyce. Je voulais aussi ramener 2 concepts qui sont assez fondamentaux pour les personnes issues de minorités ethnoculturelles, par exemple, la notion de santé en elle-même, puis ça va rejoindre les 2 concepts de santé durable qui parlent donc de santé au-delà de la conception du corps malade. Donc, il va venir impliquer tous les aspects. C'est la définition de l'OMS qui parle de santé
durable comme état complet de bien-être. En général, lorsque vous êtes même en face de quelqu'un, en général d'une autre nature, ou lorsque vous travaillez avec les peuples autochtones, on le voit que la définition d'une maladie, peut-être pour le médecin, c'est des chiffres biologiques, c'est le corps, alors que pour ces personnes-là, le concept de santé est plus globalisant et plus englobant et va aller chercher des notions plus abstraites, des notions de violation, d'interdit. Et donc, c'est ça qui fait aussi le lien avec cette conception de la santé et de la santé durable. Et l'autre chose aussi, c'est que la santé durable va s'intéresser à les choses qu'on fait aujourd'hui, c'est quoi les impacts pour les générations futures. Et ça, c'est tellement ancré dans certaines pratiques de certains peuples qui systématiquement disent, c'est pas moi qui suis malade tout seul, mais c'est toute une famille qui est malade. Donc, je vois facilement aussi ces aspects de lien qu'on peut faire avec la santé durable et la prise de décision partagée. Wow, c'est super comme angle. Moi, je vous amène peut-être un complément vraiment très concret du quotidien de la clinique. 3 situations. Quand on parle de prise de décision partagée sur les aspects préventifs, hein, on l'a abordé tout à l'heure là, en lien avec la modification des habitudes de vie, bien, si on comprend pourquoi on le fait, puis si on a des données pour le soutenir, puis si c'est nous qui avons décidé cette option de traitement-là, bien, on a plus de chances d'y adhérer. Et puis quoi de plus porteur pour l'avenir de notre santé à tous que d'avoir des environnements, d'avoir des habitudes et des incitatifs à avoir de saines habitudes de vie. Le deuxième élément serait en lien avec la prescription d'antibiotiques, justement. L'utilisation d'un outil de prise de décision partagée, moi, dans ma pratique, a diminué de façon significative le nombre d'antibiotiques que je prescris à des patients, par exemple, pour des sinusites, des pharyngites, tout ça. Et à chaque fois que j'évite de prescrire un antibiotique qui n'est pas nécessaire pour un patient, bien, non seulement c'est bon pour le patient parce que ça évite certains effets secondaires, la prise de médication, les coûts et tout ça, mais aussi ça a un impact plus global sur la résistance aux antibiotiques pour le Québec, pour le Canada et pour le monde, un patient à la fois. C'est comme ça qu'on va faire la différence. Et finalement, peut-être un exemple un peu plus prenant, c'est quand on discute avec un patient des niveaux d'intervention, c'est-à-dire des niveaux de soins, à savoir si la personne souhaite être réanimée ou pas, quelles interventions elle souhaiterait avoir dans le cas où son état se détériorait. Bien, c'est sûr que quelqu'un qui se fait réanimer, alors que si on lui avait parlé de ses préférences, qu'on l'avait informé adéquatement, n'aurait jamais souhaité se retrouver intubé aux soins intensifs, ben c'est tellement flagrant comme impact sur l'individu, mais aussi sur tous les autres individus autour, hein, qui actuellement, pendant la COVID, surtout, on sait que nos lits de soins intensifs sont précieux. Donc, sont toujours précieux, mais sont plus rationnés, disons, présentement. C'est l'impact sur toutes les autres personnes autour aussi qui, elles, souhaiteraient, suite à une prise de décision partagée, avoir accès à ces soins-là et qui ne pourraient peut-être pas y avoir accès dans le contexte de cette personne-là. Super intéressant. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aimerait ajouter quelque chose en lien avec le concept santé durable? Non, ça va. Je me permets juste, avant de laisser parole à mon collègue Ali pour les questions de l'auditoire, j'aimerais juste revenir rapidement sur le sondage, les résultats du sondage, là. On a quand même vu dans les sondages, là, les gens qui ont eu le temps de répondre, puis que la décision partagée était pas mal moins présente, en tout cas, du moins dans les gens de notre auditoire ce soir. Ça vient rejoindre vraiment, justement, une de nos collègues là, qui était sur le comité scientifique et organisationnel, Madame Caroline, qui me pose cette question-là. En voyant à quel point la décision partagée n'a pas été vécue et a été vécue que rarement chez les participants ce soir, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour favoriser la décision partagée à la fois chez les soignants que chez les patients? Donc, je vous lance cette question-là. Merci beaucoup. Caroline Biron, son nom de famille, qui nous lance cette question-là. Ben, je peux peut-être me lancer un peu. Moi, je pense que c'est de l'éducation des deux côtés. Je ne peux pas avoir d'attente comme telle si je ne sais pas ce que je cherche. Dans le fond, encore là, je ramène ça à la connaissance, je ramène ça à beaucoup d'éléments. C'est là que tu es capable de te forger une opinion par rapport à ton cas à toi. Moi, je me souviens, quand j'étais opéré la première fois, évidemment, dans ce temps-là, c'était des pontages qui étaient populaires.
Mais ce que j'allais subir comme intervention, c'était pas ça. Donc, il n'y avait aucune documentation pour moi à ce moment-là. Fait que j'ai eu de la lecture, on m'a envoyé des revues américaines, peu importe, là. Mais puis là, j'essaie de comprendre quelque chose, évidemment, c'était des revues scientifiques. Mais je n'ai pas été capable de me rendre plus loin en discutant avec le chirurgien cardiaque, ces choses-là. Mais je pense que quand on veut justement avoir des deux côtés, autant du côté du professionnel de la santé puis du patient, je pense que pour établir un dialogue, une décision partagée, je pense que ça prend un minimum de connaissances comme tel. Puis je trouve que, puis en plus de ça, on ne fait pas la promotion de ça. On parle des patients partenaires, mais si je fais le tour au Québec, je vais sur le trottoir au Québec, puis je demande c'est quoi un patient partenaire à monsieur, madame, tout le monde sur le trottoir, ben, ils ne me répondront pas. Fait que je trouve qu'à quelque part, si on a un rôle important à jouer, je pense qu'il faudra en faire la promotion comme telle, puis favoriser justement un engagement par rapport à ça, en établissant des connaissances au niveau des gens. Puis, il n'y a pas de questions innocentes dans tout ça, mais il y a des questions qui peuvent être posées très bien puis avoir de bonnes réponses qui amènent une saine conclusion, si on veut. Voilà, je vais laisser la parole aux autres. C'est ça. Luc, est-ce que vous voulez parler? Oui. Effectivement, comme Christian l'a dit, la formation, mais au niveau culturel, on a tendance aussi à se référer au docteur, puis à sa décision. On y apporte notre bobo, dépose son bureau, puis qu'est-ce que vous en pensez, docteur? Là, puis moi, je travaille dans l'hôpital comme père aidant, puis je peux vous dire que les gens qui n'ont pas de prescription en sortant du bureau ne sont pas contents. Là. Ils s'en vont voir le docteur, puis ils veulent avoir une prescription. Puis des fois, le docteur essaie d'y expliquer que ce n'est pas la bonne solution. Là. Il essaie de pratiquer la décision partagée, puis les personnes ne sont pas prêtes. Ils ne savent pas ce que c'est, ils ne sont pas outillés. Fait que donc, effectivement, ça amène ce qu'on voit, le sondage. Là. Donc, il faut outiller les gens. Maintenant, il y en a de plus en plus des outils pour prendre des décisions partagées dans plusieurs domaines. Là. Et puis, je pense qu'il faut en faire la promotion. C'est ça qui manque présentement. Puis je pense que, je ne sais pas, moi, les CCCIUS pourraient, dans le point de service, en parler, mettre des affiches, là, quelque chose. Là, c'est ce que je vois. C'est ça, je vais juste continuer sur votre lancée, M. Vigneault, en disant faire la promotion. Puis moi, je dis, il faut peut-être qu'on cible les acteurs. Dans le fond, qui sont les acteurs? Qui sont les personnes qui doivent être impliquées? M. Chabot a parlé des patients, de l'équipe de soins. Il y a aussi les formateurs, il y a aussi ceux qui forment les étudiants, les futurs professionnels. Donc, il faudrait cibler et puis avoir des actions de promotion ciblées. Il y a les gestionnaires, donc il y a les gestionnaires qui peuvent donner des incitatifs pour le faire. Donc, moi, je dirais, une fois que ces acteurs sont ciblés, on peut se demander, dans le fond, pourquoi est-ce qu'on veut faire de la décision partagée? Puis, la recherche va nous dire qu'en général, les gens vont se classer en trois. Il y a des gens qui le font parce qu'ils sont convaincus qu'il faut le faire. C'est une question de démocratie, c'est une question de laisser parler. Il y a des gens qui vont le faire parce qu'ils disent c'est utile. Ça, c'est l'approche utilitariste. Ils vont dire parce que ça améliore la qualité. Puis, il y a des gens qui le font parce qu'ils disent ça va venir donner j'aime pas le mot empowerment, mais ça va venir donner un peu plus de, comment on dit ça en français, ça va venir donner un peu plus de force. Là. Donc, il faudrait vraiment cibler. Et peu importe la raison, moi, je me dis, il faudrait savoir pourquoi on le fait, parce que plus on est convaincu, moins on le fait un peu comme obligé ou le bâton ou la carotte quand même. Et puis, une fois qu'on sait pourquoi on le fait, maintenant, c'est comment on le fait. C'est là où on dit, est-ce qu'on sait le faire? Qu'on ne sait pas le faire, et puis c'est quoi l'appui que l'organisation va donner. Et en dernier, c'est qu'il faut défaire certains mythes, moi je crois. Il y a le mythe très répandu au niveau des professionnels de la santé, puis moi je l'ai vu dans les pays africains, qui dit que la prise de décision partagée, ça nous perd le temps. Mais si on s'assoit et qu'on voit qu'en bout de ligne, on gagne du temps, on vient de défaire un mythe. Il y a un mythe qui dit que les minorités ethnoculturelles, elles veulent toujours qu'on décide à leur place. Puis on a fait une étude au Burkina où des femmes nous disaient, nous, on veut
débattre de notre état de santé. Donc, il s'agit de défaire des mythes pour qu'ensemble, collectivement, on puisse, comme vous le dites si bien, faire la promotion d'une pratique qui a quand même fait sa preuve. Voilà. Effectivement, Dr. Dogba, vous apportez un élément important. Il y a une étude qui a démontré que faire la décision partagée permettait de réduire les inéquités en santé. Donc, effectivement, c'est un mythe qui est important de défaire aujourd'hui à la table ronde. Merci, c'est super riche, mais en même temps, on a aussi beaucoup de questions dans la discussion instantanée. Puis ça, je trouve ça très excitant. Donc, je vais laisser la parole à mon collègue Ali qui va prendre le relais pour les questions. Puis, je vais peut-être revenir. On va voir comment les choses vont se passer. Donc, Ali, à toi. Bonjour tout le monde. En fait, nous avons reçu beaucoup de questions, bien évidemment. Il y en a qui peut-être pourraient se répondre plus vite et d'autres. Je vais commencer par celle-ci. Une question pour les patients partenaires. Est-ce que vous seriez confortable d'initier un processus de décision partagée avec un clinicien qui n'initierait pas d'entrée cette approche en complément pour tous les patients, pour tous les participants? Est-ce que vous croyez que c'est le rôle du clinicien d'initier le processus? C'est une question venant du Hubert Robitaille. Vas-y, Christian, vas-y. Non, mais je voulais juste comprendre juste le début de la question. J'ai mal compris. Est-ce que vous seriez confortable d'initier un processus de décision partagée avec un clinicien qui n'initie pas d'entrée cette approche? Ben moi, d'entrée de jeu, quand je vois un nouveau médecin, je lui dis, moi, je suis un patient partenaire qui pratique la décision partagée. Êtes-vous à l'aise? J'attends la réponse. S'il dit, je ne connais pas ça, ben, j'y explique. Mais d'entrée de jeu, j'ai réalisé que si je ne le fais pas, ben, je suis souvent très déçu. Parce que, bon, pour sortes de raisons, là, mais alors, le médecin, quand il entend ça, ben, OK. Il y en a qui sont très contents d'entendre ça. Ils sont très heureux de pouvoir discuter, partager avec nous. Là. Moi, c'est comme ça que je le fais. D'entrée de jeu, là, comme ça, ça met les cartes sur table. Là. Je suis entièrement du même avis que Luc. Là, moi, avec, je mets le cadre là, comme tel dans lequel je veux évoluer. Et j'essaie de l'ouvrir s'il n'est pas ouvert à ça. Mais je pense que c'est dans l'intérêt des deux, là, ou des deux parties, justement, d'arriver à ce que tout le monde soit content en bout de ligne. Oui, c'est ça. Une autre question qui est spécifique à Luc, bien évidemment. Oui. Selon vous, pourquoi est-ce qu'il y a moins de décisions partagées en santé mentale versus les autres domaines de la santé? Très bonne question. En santé mentale, depuis de nombreuses années, la médecine a toujours eu une vision pessimiste des pronostics en santé mentale. Et il y a un paquet de mythes. On peut peut-être défaire des mythes. Un des mythes, c'est que les malades mentaux ne sont pas capables de décider. Ça, c'est un mythe à défaire. Ils ne sont pas capables de comprendre, etc. Donc, il faut dire que les gens qui travaillent en santé mentale, mettons dans les hôpitaux, ils ne voient que des gens très, très, très malades. Donc, ils n'ont pas la vision des autres comme moi qui sont dans la société et qui fonctionnent bien. Fait que, donc, c'est à changer. Là. Puis on sent un vent là, de changement quand je vois les jeunes résidents en psychiatrie qui arrivent avec cette notion-là. Donc, moi, je pense que c'est tranquillement en train de changer. Puis c'est par l'enseignement aussi. Les universités, là, les facultés doivent intégrer ça dans leur pratique. Puis d'amener des gens comme Christian et moi à aller témoigner devant les futurs médecins ou devant des groupes de médecine de famille, les bienfaits de décision partagée, comment ça fonctionne. Ben, je pense que c'est ça la clé du succès, oui.
OK, je vais rajouter une autre question. C'est la toute première question parce que je pense que ça permet d'informer sur les plateformes qui existent à ce sujet. C'est quand même long, mais je vais prendre le temps de le lire. Félicitations aux présentations des patients partenaires. J'ai entendu avec beaucoup d'intérêt le bout sur le rôle du pharmacien. Avec ma collègue Lynn Ginette, faculté de pharmacie et Vitam, nous menons une étude sur une plus grande implication du pharmacien en GMF et pharmacie communautaire auprès des aînés atteints de troubles cognitifs. Nous sommes à la recherche de personnes âgées, nous atteintes de troubles cognitifs, utilisateurs de médicaments sur prescription qui pourraient agir comme patients partenaires dans ce projet. Si jamais le partenaire présent ce soir et ayant discuté du rôle du pharmacien pourrait être intéressé à participer, y aurait-il les moyens de le joindre? Merci beaucoup. Christian, c'est toi ça? Ouais, je suis pas mal occupé, mais je vous dirais, je pourrais peut-être discuter avec vous, mais c'est qui a envoyé la question? La question vient d'Edelro, pardon si je lis mal le nom. Edelro Kroger. Dans le fond, on va mettre les gens en contact. On va mettre les gens en contact qui sont concernés pour cette question-là. C'est plaisant de se rendre compte que notre plateforme peut permettre de créer les opportunités. Donc, on va peut-être faire ça en dehors de la table ronde. On peut passer à une prochaine question. OK. Donc, une autre question. Les médecins spécialistes passent souvent plus de temps avec nous. Mon médecin de famille prend à peine 15 minutes avec moi parce que les autres patients attendent dans la salle. Suis-je la seule à trouver que c'est la machine à saucisse avec certains médecins de famille? La question vient de Guylaine. Oui, c'est une excellente question. Effectivement, les médecins sont assez grands pour se défendre, mais ils ont un quota de patients à rencontrer. Là, depuis le docteur Barrette a changé beaucoup de choses. Puis, mais par exemple, moi, qui suis considéré comme un cas complexe, là où j'ai le droit à plus que 15 minutes, je pense que c'est d'en discuter avec votre médecin, là. Il faut le dire, il faut le mentionner, que vous avez peut-être besoin de plus. Puis, moi, des fois, il me prend le dernier, fait que ça prend plus de temps, ça prendra plus de temps. Mais je pense qu'il faut le dire. Puis, ils ne sont pas juste les seuls responsables de cette pratique, malheureusement. Tu permets, Luc, excuse-moi, Christian. Vas-y, Isabelle. Juste faire du pouce un peu sur votre réponse, plutôt à savoir, est-ce que c'est les médecins spécialistes, les médecins de famille ou les infirmières là, qui pratiquaient davantage la décision partagée? La réponse a vraiment été, c'est individu dépendant. Donc, je pense que ça dépend probablement de l'aisance aussi du professionnel, dans ce cas-ci, le médecin de famille, à aborder ces sujets-là. Hein. Parce que, comment dire, de se faire questionner par un patient en lien avec les impacts potentiels, c'est quoi les risques, c'est quoi les gains que je pourrais avoir avec tel ou tel médicament. Parfois, pour certains médecins, ça peut être confrontant, puis ça les ramène eux-mêmes aux connaissances qu'ils doivent actualiser et qu'ils doivent communiquer adéquatement. Et probablement que certains médecins, face à ces questions-là, qui pourraient être amenés, pourraient avoir le réflexe de se dire, bon, ben, on passe au suivant. Mais je vous dirais que la majorité, et moi, c'est ce que j'observe parmi mes collègues, puis j'ose espérer que nous ne faisons pas exception, ben, quand on se fait poser une question par un de nos patients, en lien avec les soins qu'il reçoit, en lien avec sa vie, puis les conditions de santé avec lesquelles il vit, ben, on se sent interpellé. Et le jour où on va voir passer un colloque sur la prise de décision partagée ou un outil sur la prise de décision partagée auprès de nos collègues ou à l'université ou en recherche, ben, tout de suite, on va aller vers ces outils-là pour pouvoir l'intégrer à notre pratique parce que ça va être un besoin qui va avoir été exprimé
par nos patients. Fait que je pense que le citoyen, le patient est un levier important pour modifier ces pratiques-là. Est-ce que ça va fonctionner avec tous les médecins de famille? Non, malheureusement non, probablement pas. Mais avec la grande majorité, moi, j'ai bien l'impression qu'on est capable ensemble de faire cheminer les choses. Et entre pairs aussi, on a un rôle à jouer, puis ainsi que la formation. Là, je pense que Joyce a fait un bon tour à ce sujet-là un peu plus tôt. Et une autre question qui semble aussi intéressante. Est-ce que la prise de décision partagée pourrait être désavantageuse dans certaines conditions? Si oui, comment faire pour parler à cela? Ça vient de Yacine. Mon Dieu. C'est ça, désavantageux de pratiquer la décision partagée? Oui. Est-ce que ça pourrait être désavantageux dans certaines conditions? En fait, c'est toujours la question, vous me corrigerez, le statut juridique de la personne. Je pense est-ce que la personne est apte à consentir à ses soins? Même si elle n'est pas apte, on doit quand même chercher la décision partagée, mais il faut toujours prendre conscience est-ce qu'elle est mentalement apte à décider, est-ce qu'elle a un début de démence, etc. Là, peut-être les docteurs pourraient répondre à ça, là, mais à part ça, moi, je vois pas que ça serait moins bon, là. En fait, c'est toujours intéressant comme question parce que est-ce qu'il pourrait avoir aussi des effets délétères de ça, outre le fait que ça pourrait ne pas être approprié. Donc, quand justement, je suis contente de voir que Dr. Sanson mentionnait qu'on évolue, elle et moi, dans des milieux de formation où on forme les futurs médecins de famille. Un cas extrême, excusez-moi un peu l'extrémité de ce que je vais donner comme exemple, mais bien sûr, quelqu'un qui rentre, qui est amené par ambulance dans une salle d'urgence en arrêt cardio-respiratoire, bon, en fait, qui ne serait pas du tout en condition de se faire demander est-ce que vous souhaitez qu'on fasse ceci ou cela, voici les options. Bon, je vais aller un peu là, à l'extrême. Par ailleurs, une des choses qui peut-être on doit mentionner, parce que le colloque ou en fait les journées, la soirée qu'on va passer ensemble et demain matin ne permettra peut-être pas de donner toute une nuance, mais tout à fait approprié de demander à la personne, disons que ce n'est pas le patient ou la patiente, le client, la cliente, qui vient rencontrer un soignant, une soignante, puis qui dit, qui ne l'initie pas, disons. Bien sûr, comme disait M. Robitaille dans le chat, c'est bon que les professionnels de la santé soient formés puis puissent le susciter. Mais si en effet, il apparaît que la personne se fait offrir d'être engagée dans la prise de décision, se fait présenter les options, il peut arriver que la personne va dire, écoutez, je me sens complètement dépassée par la situation pour des raisons qui me sont personnelles. Et je préférerais, dans le fond, maintenant qu'on m'offre de m'engager, au moins on me l'a demandé, on n'a pas pris l'option par défaut de ne pas le faire du tout. C'est ça, l'autre extrême. De dire, ben eux, ils ne sont pas capables, je ne vais même pas lui offrir. Ça, c'est l'autre extrême. Mais d'ouvrir une discussion qui dit, écoutez, voici les options et je vous offre mais que la personne, après, prenne une décision de ne pas souhaiter le faire, de déléguer, mais au moins en bonne connaissance de cause, vous êtes encore en train d'initier l'engagement du patient, de la patiente, la décision partagée, même si elle le dit qu'elle préfère dans l'état où elle se sent, de peut-être demander à un proche ou à même un professionnel de la santé en lequel elle a confiance de faire le choix. Mais ça, il faut toujours être prudent avec ça parce que ça peut glisser vers là, les professionnels disent, ben non, on n'offre même pas parce qu'on considère qu'il ne veut pas. Il ne faut pas que nous, on prenne l'autre direction de dire, ben je le regarde dans ses yeux, je pense qu'il ne veut pas faire ça. J'aime ça que vous riez parce que c'est ça le rire, mais je l'ai entendu de collègues. Ah ouais. Je pense aussi que c'est un complément de certaines questions comme celle posée par Dave. Y a-t-il des champs de santé et services sociaux dans lesquels la notion de décision partagée s'appliquerait mieux que d'autres? Aussi, pourriez-vous nous en parler des enjeux éthiques qui découlent de la décision partagée dans la pratique des professionnels?
Et une autre question, par exemple, qui parle en situation d'urgence médicale, est-ce que la décision partagée est applicable? Si oui, comment? Et je pense que c'est plus un complément. C'est ça, peut-être je vais laisser France ou Isabelle ou Luc ou Christian revenir sur la prise de décision en contexte d'urgence, mais je voudrais quand même mentionner deux situations d'inconvénients ou de désavantages qui ont été rapportés dans la littérature quand même. C'est au niveau de certaines décisions de santé publique dont l'effet, donc les conséquences de l'option proposée pour l'individu, OK, il choisit, puis je vais donner l'exemple tantôt. Pour lui, ça fait peut-être peu de différence, mais pour la société, ça peut faire une grande différence. Puis on est dans la situation, c'est la vaccination. Alors, il y a des experts de santé publique qui, à un moment, ont dit que il y a des fois où on propose la vaccination pour un individu et puis versus option ne rien faire et tout. Il choisit et puis pour lui, il assume. Mais il peut, en refusant ça, mettre d'autres personnes à risque. Donc, c'est un enjeu qui a beaucoup été rapporté en santé publique. Il y a même eu des positions extrêmes de chercheurs en santé publique qui ont osé dire que dans ces cas, il vaut mieux imposer que de laisser décider. Puis ça a fait un tollé, un débat. Alors, je voulais juste le ramener. Et la deuxième situation aussi dans des pays en développement, on a vu ça beaucoup lorsque des initiatives de décision partagée ont été initiées, de voir que les médecins sont revenus en disant, on a l'impression qu'on perd de l'assurance et que le fait de demander au patient ce qu'il veut, on avait l'impression qu'il nous percevait comme étant moins certains de la science. Et que c'est juste des petits avantages qui ont été rapportés que je souligne ici, en fait. Exact. Aussi pour les urgences, là, pour sortir un peu de la décision partagée, il y a les directives anticipées là, qui sont très fort en Europe, là, ça va s'en aller ici. En Ontario, ils appellent ça le contrat d'Ulysse. Hein? Donc, ça dit comment moi je vais être traité quand je vais être en situation d'urgence. Selon moi qui ai une maladie mentale, donc si je décompense, voici ce que je veux, ce que je ne veux pas. Alors, si j'arrive à l'urgence, mais je ne suis pas en état de parler ou il y a une carte dans mes poches, n'importe quoi, qui dit appelez telle personne ou les directives vont vous être communiquées. C'est quelque chose qui aussi prend de l'ampleur et tant mieux là, pour aider en situation d'urgence. C'est super comme partage, M. Vigneault. Justement, on avait une question là, qui parlait de comment appliquer l'approche de la décision partagée chez les proches aidants et des patients qui sont considérés inaptes. Donc, j'imagine que lorsqu'on fait une crise, des fois, on est inapte pendant un certain temps. Là. Donc, l'exemple que vous avez donné est très concret pour cette personne-là. Merci. Moi, c'est ma conjointe qui devient mon appui à ce moment-là. Comme tel, puis je n'hésite pas d'en parler avec elle ou un proche aidant ou un ami. Mais ces discussions-là, dans mon cas, j'en ai eu quelques fois. Là, fait que c'est des décisions ce sont des discussions qu'on a fréquemment, justement, pour ne pas être mal pris à prendre une décision auquel je n'ai pas décidé auparavant, là, comme tel. Je prends le cas de mon choc septique, mais je suis arrivé puis j'étais intubé 2 semaines, fait que j'ai pas pu prendre de décision par rapport à ça. Fait que c'est ça. Si vous me permettez, je m'excuse. Dr. Sanson, puis aussi Dr. Doba, mais on a aussi la notion de l'approche dite interprofessionnelle en équipe, mais qui contient aussi les proches et les personnes qui nous sont chères. Parce qu'on ne vit pas en vacuum, même maintenant en COVID, on n'est pas en vacuum, on vit pas à travers les Zooms, etc. Donc, il faut aussi comprendre que la décision partagée ou engager les gens dans la prise de décision, ça se passe aussi avec les membres de leur famille, leurs amis, les gens qui leur sont chers, des équipes de soins. C'est souvent pas une infirmière qui travaille seule ou un médecin qui travaille seul. Donc, il y a beaucoup d'exemples maintenant où ça peut être distribué, si on veut, et partagé plus largement. Je ne sais pas si justement Dr. Dogba ou Dr. Sanson veulent en parler, mais il y a quand même
les travaux dans cette direction-là. Je voudrais aussi prendre part pour lire certains commentaires qui semblent très intéressants à peut-être discuter. Avant tout, Ali, je vais juste ajouter quelque chose. Il y a plusieurs personnes qui demandent les ressources et France me demandait de le dire tout de suite, là. Dans le fond, certaines ressources des hyperliens vous seront transmis via le site Vitam pour des ressources là, par rapport à la prise de décision partagée, des outils ou quoi que ce soit. Donc, on va vous fournir certaines ressources à la suite des journées Vitam là, pour compléter qu'est-ce qu'on aura discuté autant aujourd'hui que demain. Là, non seulement les liens pour les vidéos, mais d'autres ressources. Donc, merci. Là, je te laisse aller, Ali. Premier commentaire, les patients partenaires sur le panel ne représentent pas le portrait des citoyens réguliers. Le citoyen moyen n'a pas la connaissance qu'eux ont sur leurs conditions ni sur leur processus médical. C'est vrai. Ah, c'est une question à laquelle je ne peux pas me retenir de répondre, mais je pense que je vais me calmer parce que Isabelle voulait parler, puis après, je vais répondre. Non, mais c'est en lien avec la question précédente. Là, donc, c'est beau. OK. Dans un autre contexte, là, en lien avec les proches aidants, tout ça, il y a quand même une richesse dans la complexité de la prise de décision avec plusieurs personnes qui entourent le patient. Mais on peut continuer avec cette question-là. Là, on y reviendra probablement plus tard. En fait, je voulais répondre à l'énoncé précédent. Là. Dans le fond, c'est vrai qu'on n'est peut-être pas ce qu'on représente, ce que la moyenne des patients est. Par contre, on a quand même débuté quelque part pour nos connaissances là, comme telles. On les a développées avec le temps, avec l'expérience. On avait un intérêt comme tel. La discussion, moi, j'ai beaucoup appris à discuter avec d'autres patients concernant ma propre problématique que j'ai vécue. Fait que donc, tout ce bagage d'expérience-là, ça rentre dans mes connaissances. Fait que, il s'agit juste d'avoir un intérêt pour soi-même d'abord en partant, puis après ça, la science, on peut la rendre où on veut, mais minimalement, pour être capable de comprendre, je me rends à un certain niveau, puis là, je suis capable de dialoguer puis m'exprimer par rapport à ça. Puis, ça revient toujours à la promotion. Moi, le premier patient partenaire, dans mon cas, qui m'a fait un peu rêver, c'est Vincent Dumais, à Montréal, le CEPPP comme tel. Mais c'est le premier patient que je voyais, il avait une notoriété, il s'exprimait, il était invité, ces choses-là. Il était un exemple pour d'autres. Fait que quand je parle de la promotion, c'est avoir des exemples vivants, que c'est possible, puis on ne part pas tous de la même place, mais on peut se rendre à un certain niveau pareil. Fait que c'est juste ça. C'est juste de l'intérêt envers soi-même. Et c'est ça. Moi, ce que je voulais dire, c'est que dans le fond, ça dépend de comment on se positionne. Lorsqu'on regarde d'où on vient, il y a peut-être, puis France va corriger les chiffres, mais il y a peut-être 20 ans, on n'aurait pas eu une conférence d'un centre de recherche avec des patients sur le panel. Donc, lorsqu'on regarde dans le rétroviseur, je crois qu'on peut être fier d'avoir fait du chemin. Maintenant, si on s'arrête sur ce chemin fait, c'est là où le bas blesse, c'est là où on est en difficulté, parce que lorsqu'on prend une photo aujourd'hui de qui sont les patients partenaires, on remarque qu'il y a quelque chose qui nous guette. C'est que progressivement, on est en train, soit parce que c'est plus facile, soit par habitude, parce qu'on a pris l'habitude de travailler avec certaines personnes, on remarque que de façon systématique, on est en train de dresser un portrait. La photo aujourd'hui montre qu'il y a un tout petit peu d'élitisme parce qu'on n'est peut-être pas, on n'a pas peut-être pas assez de ressources pour investir, ou alors on ne prend pas les ressources parce qu'on se dit, si je veux aujourd'hui avoir sur ce panel une femme de l'Asie du Sud-Est qui ne parle pas français,
il faut que je prenne un traducteur, il faut que qu'elle commence à parler. Donc, on ne se donne peut-être pas les ressources. Et c'est là où moi, ça vient m'interpeller qu'il y a peut-être un peu d'élitisme, il y a peut-être quelque chose qui se passe et il faudrait juste en être conscient et le corriger rapidement, mais sans verser non plus dans l'extrême où on dit Monsieur Chabot n'est plus un patient partenaire. Mais non, c'est un patient partenaire qui vit avec, qui a de l'expérience à apporter. Mais c'est juste que je voudrais ramener cette double perspective. Le rétroviseur nous montre qu'on a fait du chemin, mais ne nous arrêtons pas, ne dormons pas sur nos lauriers, parce qu'il y a un pan de la population qu'on ne peut associer juste par des promotions. Il faut être intentionnel pour aller le chercher, parce que cette personne revient. Et d'ailleurs, quand elle commence à parler avec un accent comme moi, les gens vont dire, j'ai pas compris, et puis elle est intimidée, elle s'en va. Donc, si on n'est pas intentionnel, on n'aura pas cette diversité qu'on clame tant, qu'on loue tant. Et c'est ça le point. Le rétroviseur montre qu'on a fait du progrès, mais on ne doit pas s'arrêter parce qu'il y a encore du chemin, parce qu'il y a encore des gens pour lesquels l'espace participatif n'est pas encore assez sécuritaire pour qu'ils viennent. Et c'est ça. Excellent. Un autre commentaire semble aussi très pertinent. Prévoir aussi que la prévention dans les écoles sera un outil pour vulgariser et faire la promotion pour changer cette culture unidirectionnelle dans la décision partagée. J'aimerais réagir à ça et faire un lien avec ce que ma collègue Dr. Dogba vient de dire. Moi, ça fait quand même 30 ans que j'ai le privilège de travailler au coin, disons, de la 18e rue puis de la 1er avenue, quand même dans un territoire qui présente plusieurs défis. Et c'est bien aussi, disons, rapporté dans la littérature que parfois, quand vous êtes avec des groupes qui, comme dit Dr. Dogba, de la misère à s'exprimer ou à avoir toute la compétence sociale de présenter leurs intérêts, ça peut être encore plus facile d'éviter de les engager. Et donc, là, ça devient comme une roue sans fin parce que c'est même ces gens-là qui vont en profiter le plus. Où ça m'amène, c'est que moi, j'ai déjà vu ça, puis on le lit aussi dans la littérature, c'est que ça s'inscrit dans quelque chose de plus large et je suis heureuse de lire ce commentaire-là. C'est sûr que quand vous arrivez dans le système de santé, le système de services sociaux, puis que vous avez, disons, des équipes qui vous commencent à vous donner un certain, on va dire, pouvoir de dire, ben voici les options, on va partager avec vous ce qu'on en sait, ce qu'on n'en sait pas non plus, et puis on va essayer de cheminer là-dedans. Il y a des gens qui vont vous dire, c'est la première fois qu'on me demande ce que j'en pense. Ben, on l'a entendu un peu plus tôt dans la soirée. Et si ça s'inscrit dans quelque chose de plus large, ou est-ce qu'ils n'ont jamais été invités à être un citoyen non seulement engagé, mais qu'on invite à s'engager, ils peuvent trouver ça un peu déstabilisant la première fois. Et ce n'est pas étonnant. Donc, je suis contente de lire ça. Donc, ça s'inscrit dans quelque chose de plus vaste qui sont nos sociétés, comment on vit dans notre ville, dans notre environnement, où dans le fond, on souhaiterait que non seulement quand vous arrivez avec une demande de service dans le système de santé, services sociaux, mais qu'ailleurs aussi, vous soyez engagés et non pas que ça soit juste en santé que ça se passe, ou au contraire, ça se passe ailleurs, mais pas là du tout. Donc, je suis heureuse de vous lire, la personne qui a fait ce commentaire-là. Ça s'inscrit dans aussi quelque chose de plus large auquel on doit aussi porter attention. Fait que merci de votre commentaire. Une autre question, c'est les professionnels de la santé ne devraient-ils pas aussi être sensibilisés au bienfait de travailler avec des patients partenaires? Nous, à la FMSSS, sommes très accueillis par les étudiants, mais cela demeure ardu avec les professionnels en devoir. Excusez les acronymes, je ne les connais pas. FM3S. Ministère de Santé et Services sociaux. Oui, qu'est-ce qu'ils ont, eux autres? Ils ne sont pas contents? Je ne comprends pas la question. Ali, est-ce que tu peux répéter la question? Les professionnels de la santé ne devraient-ils pas être aussi être sensibilisés au bienfait de travailler avec des patients partenaires? Oui. Après, elle rajoute qu'à la FMSS 3S, sommes très accueillis par les étudiants. Je pense les étudiants en médecine.
mais cela demeure ardu avec les professionnels en devoir? J'aimerais peut-être commencer à répondre à la question en disant que demain, soyez des nôtres parce qu'on aura l'opportunité de parler justement de la formation chez les professionnels de la santé et les intervenants pour la prise de décision partagée. Puis j'aimerais aussi partager mon expérience que moi, j'enseigne en collaboration interprofessionnelle. Puis dès la formation des étudiants, on intègre des patients partenaires dans la formation. Et justement, on veut leur parler de la décision partagée, tout ça. Donc, si c'est sûr que si le processus se fait dès leur éducation, après ça, c'est peut-être plus facile pour les professionnels de comprendre que le patient a un rôle ensuite pour leur prise en charge de la santé. Si je puis juste compléter, je pense que la question visait vraiment les professionnels qui exercent présentement, donc qui n'ont pas pu nécessairement bénéficier d'un enseignement ou d'un cursus universitaire basé sur la prise de décision partagée. Moi, j'ai eu la chance, ça fait quand même longtemps que l'équipe de Dr Légaré travaille, puis j'ai eu la chance comme résidente là, de participer à des projets. Donc, moi, je suis quand même là, il y a 10 ans, on était déjà rendu là ici à l'Université Laval. Et par contre, effectivement, il y a certains collègues qui n'ont pas été exposés à la prise de décision partagée et qui ne connaissent pas non plus le principe probablement encore aujourd'hui. Dans nos milieux universitaires, dans nos milieux d'enseignement, l'importance qu'on puisse entre pairs diffuser tous les impacts positifs de cette pratique-là. Je pense que c'est vraiment important, via des activités de formation, le partage d'outils. Donc, assurément, là, je pense qu'on pourra, ça commence ici ce soir, en fait, ça continue ici ce soir, et on pourra tous se faire là, porteurs de ce message-là auprès de nos pairs. Maintenant, ben, pour peut-être amener des fois des mises à jour, la Fédération des médecins spécialistes du Québec, lors de ses journées annuelles de formation à l'automne, a tenu une séance de 3 heures sur la décision partagée. Beaucoup d'intérêt. Il y avait à peu près 150 médecins inscrits. Et puis, tantôt, quelqu'un disait, bon, peut-tu faire ça sur Zoom? Est-ce que ça peut avoir un impact ou pas? Donc, on le fait par Zoom. On a été même capable de mettre en groupe de 3 à 4 personnes, les médecins spécialistes. D'ailleurs, ma collègue, Dr Granger, est avec moi ce soir. Là. Elle était une formatrice des médecins à l'Université de Sherbrooke. Et donc, il y a un intérêt. Je veux vous dire que du côté de la communauté médicale, il y en a aussi énormément. Tantôt, notre collègue parlait en pharmacie. Il y a actuellement un nano-programme ici à l'Université Laval qui va inclure la décision partagée. Donc, les pharmaciens sont très intéressés. Sciences infirmières, les infirmières, d'ailleurs, on l'a entendu ce soir. Donc, j'ai quand même donné un mot encourageant ou positif où les collègues, des gens pratiques, comme disait Dr Sanson, démontrent des intérêts et demandent d'avoir accès à de la formation. Oui, on peut la faire en ligne malgré le COVID. Donc, dans le fond, la table, le rond tire à sa fin. J'aimerais donner un petit 5 minutes là, où est-ce qu'on peut ajouter le mot de la fin de la part de tous les panélistes ici ce soir là, pour pas qu'on a encore plusieurs questions qu'on aurait pu répondre, mais j'aimerais vous laisser un 5 minutes là, pour peut-être laisser un message fort, une information à partager avec notre auditoire là, qu'on n'a peut-être pas parlé aujourd'hui. Donc, un petit tour de table final avant qu'on passe au mot de clôture. Ben moi, d'abord, merci. On m'a dit c'était quoi la FMSSS? C'est la Faculté de médecine à Sherbrooke. Merci beaucoup. On comprend mieux ben, oui. Moi, je vais réagir un peu sur l'élitisme. Il y a quelques décennies, la médecine m'avait dit que j'étais fini. Hein. J'avais aucune relation dans la vie, je ne pouvais pas travailler, je ne pouvais pas m'occuper d'enfants. C'est ça. On voulait m'enfermer puis me laisser me bercer jusqu'à ce que mort s'en suive.
Fait que je suis pas une élite de la société, là. Tu sais, je viens vraiment des bas-fonds de la vie, là. Puis quand je rencontre mes pairs, là, on donne des formations, là. Quand on lit, ils viennent pas souvent, puis un peu ce que Mme Joyce disait, pour moi, ils ont peur du réseau de la santé, là. Fait que, donc, déjà, quand tu leur demandes, toi, ton traitement, là, peux-tu me l'expliquer? Ils savent tout, mais il faut juste leur laisser l'opportunité d'en parler. Des fois, il faut prendre plus de temps, etc. Fait que c'est un peu ça, je voulais dire. C'est à la portée de tous. C'est à la portée de tous de connaître son traitement, sa maladie, puis d'en discuter. Voilà. Je pourrais peut-être rajouter un peu là-dessus, dans le fond. Je suis entièrement d'accord avec ce que Luc dit, que c'est à la portée de tous. Moi non plus, je suis une personne bien ordinaire comme telle, puis je m'intéresse aux gens, tout le monde comme tel. Puis moi, il y a un souhait qui me touche vraiment. Moi, je suis une personne qui travaille dans le domaine de la technologie. On a vu que pendant la pandémie, comme telle, on a vu toutes sortes de facilités technologiques, de la téléconsultation sortir comme telle. En tout cas, moi, ce que j'espère, c'est que la technologie comme telle, je comprends que ça donne un meilleur accès, mais que ça ne vienne pas changer ou ça ne vienne pas altérer justement la décision partagée, parce que ce n'est pas tous les environnements virtuels qui vont permettre justement une décision partagée. Puis la téléconsultation, je pense que ça ne s'adresse pas à tous les patients non plus. Moi, si j'ai un médecin que je n'ai jamais vu, il n'est pas question que je fasse de la téléconsultation avec lui, je veux le voir. Donc, je veux encore avoir cette possibilité de choix-là aussi. Fait que, donc, c'est pas vrai que la technologie va changer complètement va aider la facilité des choses, mais il ne faut pas oublier que la décision partagée devient un élément important, pas au détriment des gens. C'est ce que je voulais te dire. Merci beaucoup, Dr. Sanson, Dr. Dogba. Votre mot de la fin, rapidement. Ben moi, en fait, je voulais vous remercier parce que je pense qu'on a tous, en tout cas, moi, j'ai appris autant, sinon plus, que tout le monde qui est ici ce soir. Donc, je vous remercie pour cet échange-là qui m'a amené moi-même à avoir différents points de vue sur ma pratique au quotidien. Puis, je reviens sur toute l'importance de la relation, de la confiance, de la communication, de l'écoute surtout. Pour moi, c'est ça la clé. Puis aujourd'hui, c'est ce que ça me confirme. Peut-être que je comprends que les gens qui assistent aujourd'hui se disent qu'on est peut-être au pays des licornes là, sur ce panel-là. mais en fait, moi, comme je vous dis, je n'ai pas la prétention d'être meilleure que qui que ce soit en prise de décision partagée. C'est petit à petit, en vivant des expériences, puis en entendant parler, en voyant un outil, en parlant avec un chercheur, que je me suis convaincue puis que j'ai intégré ça à ma pratique. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Mais quand on a un feedback positif des patients, quand on voit les retombées sur la santé des gens qu'on soigne, ben là, on n'a pas le choix d'embarquer dans le bateau puis de partir pour la grande aventure. Donc, je souhaite que plusieurs personnes ici, ce soir, puissent vivre ces expériences-là dans les prochains mois, prochaines années. Merci. C'est ça. Ben, en 3 petits mots, je vais emprunter le mot de Luc Vigneault. C'est à la portée de tous et de toutes. Alors, pour tout le monde, là, la société, tout le monde, c'est à notre portée. Je crois que c'est un message important. Mon deuxième message, c'est que mettons des garde-fous pour que ça ne devienne pas un effet de mode. Parce que Jean Cocteau va le dire, la mode, c'est ce qui se démode. Alors, si ça devient simplement une mode, alors c'est que c'est prédestiné à se démoder. Et en dernier, c'est pensons aujourd'hui à ce qu'elle va devenir demain après la COVID. Parce que comme le disait Christian tantôt, la télémédecine, est-ce que ça va changer la façon de prendre la décision? Essayons d'anticiper. Les problèmes les mieux résolus sont ceux qu'on anticipe. Alors, anticipons tout ce que ça va devenir après la COVID. Merci.
Merci, Joyce. Ça me dit aussi que j'ai eu un débriefing avec France aujourd'hui, puis elle m'a justement rappelé que la décision partagée, ce n'est pas une mode. C'est bel et bien ancré et c'est là pour rester. Donc, France, je te laisse une petite tribune de remerciements. Ben oui, merci infiniment à tout le monde, à tous les collègues qui étaient là ce soir, à vous tous et toutes qu'on n'a pas pu voir. Le propre d'être un soignant, une soignante, c'est de voir des gens. Puis j'en ai vu hier en personne. Et donc, on comprend les limites, mais ça a été extrêmement inspirant. Puis moi, je peux vous dire, comme soignante, que j'apprends tous les jours quand je rencontre une personne qui vient chercher un service et j'apprends énormément au contact là, de M. Vigneault, M. Chabot, dans les travaux qu'on a fait ensemble. Donc, encore merci. Virginie, je te laisse. Parfait, merci beaucoup. Merci à tout le monde. Merci de votre indulgence par rapport à notre événement en web diffusion.